Bonjour, je m'appelle Fatoumata Kébé et je suis astrophysicienne depuis bientôt 10 ans. Dans ce podcast, je vais vous parler de ce qui me passionne. L'espace, le ciel, les étoiles, mais je veux le faire depuis les territoires ultramarins. Les territoires d'outre-mer, par leur position géographique et leur diversité climatique, sont des points clés pour l'observation du climat depuis l'espace. Grâce aux satellites qui les surplombent, ils participent activement à la compréhension des bouleversements environnementaux à l'échelle mondiale. C'est justement l'objet de cet épisode. Quand l'astronomie rencontre la météo, deuxième partie. Depuis des décennies, observer la Terre depuis l'espace ne relève plus de la science-fiction. C'est même devenu une routine scientifique absolument essentielle. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Tout a commencé avec le premier satellite artificiel, Sputnik 1. Ce satellite est lancé dans l'espace le 4 octobre 1957 par l'URSS. Il faut ensuite attendre 3 ans, en avril 1960, pour que le premier satellite dédié à l'étude du climat, et plus précisément à l'observation météorologique, soit lancé par les États-Unis. Il se nomme TIROS 1, fait le tour de la Terre en 100 minutes et évolue dans l'orbite basse terrestre, une région autour de notre planète dont l'altitude varie entre 160 et 2000 km. TIROS 1 va commencer à fournir des images utilisables pour l'étude de la couverture nuageuse et la surveillance du climat terrestre. Depuis, les satellites permettent d'étudier le climat à une échelle planétaire, en saisissant chaque jour des milliards de données sur les vents, la température, l'humidité, les courants marins, la couverture nuageuse, la végétation, les glaces polaires et le niveau des océans. Ces flux d'informations sont cruciaux pour comprendre les dynamiques complexes qui gouvernent notre atmosphère et anticiper les effets du changement climatique. Aujourd'hui, il y a entre 50 et 100 satellites strictement dédiés à l'étude du climat. Il faut y ajouter environ 300 satellites d'observation de la Terre qui eux aussi fournissent entre autres des données utiles pour le climat. Mais pour que les données des satellites prennent tout leur sens, elles doivent être captées, validées, interprétées et croisées avec des observations terrestres. Et c'est précisément là que les territoires d'outre-mer jouent un rôle stratégique mais souvent méconnu. En étant répartis dans presque tous les océans et toutes les zones climatiques tropicales, ces territoires offrent à la recherche scientifique des points d'appui uniques pour l'étude du climat global. On peut dire que les outre-mer sont les racines terrestres d'un savoir qui vient du ciel. Les satellites sont donc épaulés, on peut dire, par les outre-mer. Comme ces territoires sont situés en majorité dans les zones intertropicales, ils sont des vigies idéales pour observer ces espaces maritimes et les changements qui les affectent. Que ce soit en Guyane, à La Réunion, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, les territoires ultramarins accueillent une grande diversité d'infrastructures permettant de dialoguer avec les satellites. Antennes de réception, radars, stations GNSS, ballons-sondes, capteurs atmosphériques, marégraphes et bouées océanographiques. Nous en avons déjà évoqué certains dans les précédents épisodes. Ces outils servent à valider des observations faites depuis l'espace en les confrontant à des mesures effectuées au sol ou en mer. Cette calibration ou comparatif est indispensable à la fiabilité des données satellitaires. Par exemple, lorsqu'un satellite mesure la température à la surface de la mer, il est important de vérifier que ces instruments ne se trompent pas. Pour cela, on compare ces résultats avec ceux de thermomètres placés directement dans l'eau. De même, si un satellite observe les courants marins, il doit régulièrement ajuster ses calculs à l'aide d'informations provenant de bouées, de capteurs ou de bateaux en mer ou près des côtes. Cette complémentarité entre les observations satellitaires et les investigations in situ est au cœur de la science climatique moderne. Ainsi, les satellites comme DUSON 3, Sentinel-6 ou SWOT mesurent chaque jour le niveau des mers avec une précision centimétrique. Ces données sont vitales pour suivre la montée du niveau océanique due à la fonte des calottes glaciaires et à la dilatation thermique de l'eau.
car le réchauffement climatique a bien sûr des conséquences très concrètes. On peut citer le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte, Rivocima, qui croise des mesures satellitaires, des données de bouées ancrées et de stations GPS terrestres. Ce réseau de surveillance utilise précisément ce type de croisement de données pour surveiller le volcan sous-marin au large de Mayotte et dont je vous parlais dans un épisode précédent. Ce type de surveillance permet de détecter et de suivre en temps réel les séismes et les éruptions volcaniques. Il permet aussi de mesurer des formations du sol et du fond marin, ce qui aide à anticiper des phénomènes comme les tsunamis ou les risques de submersion marine. Un autre exemple, en Guyane, qui permet de montrer l'impact du climat sur la forêt amazonienne. Au sein du parc amazonien de Guyane, les scientifiques combinent l'analyse d'images fournies par les satellites Sentinelle avec des inventaires de biodiversité du terrain. Depuis plusieurs années, ce parc national cartographie précisément chaque parcelle agricole et suit ainsi l'évolution de la couverture forestière. Ces données permettent de surveiller la dynamique agricole, de mesurer l'influence des activités humaines et des changements climatiques sur la forêt, mais aussi d'identifier des zones où la biodiversité est particulièrement vulnérable ou enrichie. En Nouvelle-Calédonie, la cartographie des forêts sèches et des mangroves repose principalement sur l'utilisation d'images satellites à haute résolution. Les satellites les plus utilisés pour ces travaux sont les satellites français SPOT, qui fournissent des images optiques précises permettant de distinguer différents types de végétation et de suivre leur évolution dans le temps. C'est l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité qui coordonne la collecte et la diffusion des données cartographiques. Pour la cartographie détaillée, les images satellites sont croisées avec des informations complémentaires, géologie, altitude, précipitation et des inventaires de terrain permettant d'identifier précisément les zones sensibles, notamment face aux sécheresses ou à d'autres pressions environnementales. En Polynésie, les récifs coralliens sont observés par des drones, des capteurs thermiques et des satellites à haute résolution. En effet, lorsqu'une image satellite révèle un blanchissement massif des coraux, ce sont les chercheurs sur le terrain qui permettent de déterminer s'il s'agit d'un épisode lié à une surchauffe océanique temporaire, à une pollution locale ou à un phénomène qui dépasse les causes locales et concerne l'ensemble des écosystèmes coralliens de la planète. Grâce à ces données, les chercheurs peuvent suivre des tendances à long terme, détecter les anomalies saisonnières ou repérer les signaux d'alerte. Ces scientifiques sont pour beaucoup dans l'Hexagone, dans des laboratoires tels que le Légos à Toulouse et l'Ifremer en Bretagne, mais aussi sur place. À Moorea, en Polynésie française, on trouve le CRIOB pour Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement. Et des recherches ont lieu aussi à Nouméa, à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Le travail quotidien de ces laboratoires permet d'alimenter des modèles de prévision et d'adapter les politiques publiques en matière de gestion du littoral, de relocalisation ou de préservation des écosystèmes. Vous le savez sans doute aussi bien que moi, mais dans les zones tropicales, les phénomènes climatiques extrêmes sont fréquents. Cyclones, pluies diluviennes, canicules humides ou encore inondations rapides. Leur fréquence et leur intensité augmentent avec le changement climatique. Les satellites météorologiques permettent de suivre leur développement dès les premiers signaux atmosphériques. Depuis La Réunion, par exemple, les services météorologiques analysent en temps réel les images envoyées par des réseaux de satellites géostationnaires comme Météosat et des satellites polaires comme METOP. Les données collectées par tous ces satellites permettent donc, par exemple, de visualiser la naissance d'une perturbation sur l'océan Indien, d'en prédire la trajectoire et d'anticiper les risques pour les territoires concernés. Les antennes installées à Mayotte, en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie reçoivent ces données avec une grande rapidité. Ces données, traduites en informations, sont transmises aux autorités locales, puis aux populations et services de secours. Ces travaux ne servent pas seulement à documenter le changement climatique, ils aident aussi à en atténuer les effets. En améliorant les outils de prévision, en adaptant les cultures agricoles, en protégeant les zones humides, en planifiant l'urbanisme littoral, les chercheurs agissent concrètement pour la résilience des territoires. Sans l'imagerie satellitaire,
il serait aujourd'hui par exemple impossible d'alerter à temps les habitants de Wallis et Futuna ou de l'archipel des Marquises face à un cyclone menaçant. Les satellites sont devenus une composante essentielle de la sécurité climatique. Vous l'aurez compris, les territoires d'outre-mer ne sont pas de simples bases logistiques pour la science. Ce sont aussi des lieux de recherche active. Ces terres insulaires sont des actrices, des observatrices, des traductrices du ciel. Leur géographie les expose, mais leur engagement les renforce. Et si les défis climatiques du XXIe siècle exigent une réponse planétaire, ils passent aussi, et peut-être d'abord, par ces régions où le ciel et la mer dialoguent chaque jour. L'avenir du climat mondial dépend, en partie, de ce qui se passe autour des récifs, des alizés et des volcans. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons justement aux volcans des territoires ultramarins. Et si eux aussi nous racontaient une histoire du système solaire ? Vous venez d'écouter Sous des cieux d'outre-mer, une coproduction Initial Studio et Outre-mer La Première. Ce podcast a été écrit par Fatoumata Kébé. La réalisation et la musique sont signées Théo Boulanger.